Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidien. À regarder les stars hollywoodiennes défiler sur les tapis rouges ou les égéries de publicité, il faut croire que la beauté ne va pas sans un sourire éclatant. Pour cela, il est essentiel de suivre quelques principes d'hygiène de base. Avoir de belles dents, c'est aujourd'hui dans votre quotidien. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui le docteur Michael Lombroso. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chirurgien dentiste dans les Yvelines. Alors quand on parle de belles dents, directement ce qu'on pense, c'est le brossage. Alors à partir de quel âge doit-on se laver les dents et puis comment, avec quoi? Dites-nous tout. Alors, il faut se brosser les dents dès l'apparition des premières dents. D'accord? Donc on va distinguer 3 étapes, on va dire. De 0 à 3 ans, c'est donc les parents qui vont brosser les dents de leurs enfants. Donc il est préconisé de le faire avec une brosse à dents manuelle, adaptée à l'âge de l'enfant. Il y a aujourd'hui en pharmacie différentes brosses à dents adaptées aux âges, avec des brosses à dents très souples pour les nourrissons, un petit peu comme des gommes. Et donc de 0 à 3 ans, on va utiliser un dentifrice avec moins de 500 ppm de fluor. Donc c'est ce qu'on appelle des parties par million. Vous retrouvez toujours ces indications sur tous les dentifrices. Il est important de bien respecter les concentrations. Oui, parce que quel est le risque? Alors en fait, les dentifrices jusqu'à l'âge de 6 ans sont conçus pour être ingérés par l'enfant. Ils font en fait partie de leur ration de fluor quotidienne. Donc il faut surtout… Ah donc il le faut ou c'est pas grave s'il l'ingère? C'est calculé pour qu'il l'ingère. De toutes les manières, un enfant avant 6 ans normalement ne sait pas cracher. Donc c'est conçu pour être avalé et ça fait partie de sa ration quotidienne. Donc de 0 à 3 ans, brosse à dents manuelle, dentifrice inférieur à 500 ppm de fluor. De 3 à 6 ans, on va pouvoir utiliser donc un dentifrice un peu plus concentré, aux alentours de 500 ppm de fluor. Et moi, je préconise l'utilisation d'une brosse à dents électrique, toujours sous le contrôle des parents. Mais aujourd'hui, il y a des brosses à dents électriques qui sont extrêmement performantes. Qui sont rigolotes aussi. Ludiques, voilà. Exactement. Il faut utiliser des bonnes brosses à dents électriques, celles qui utilisent le mouvement de rotation inverse et en même temps de pulsation. Je ne sais pas si on a redonné une marque. Mais en tout je cas, pense voilà, que les téléspectateurs auront compris. Plutôt une brosse à dents qui se recharge plutôt que celle à pile qui ne sont pas suffisamment et qui s'épuise petit à petit. Voilà. Exactement. Et donc franchement, les enfants savent très bien utiliser une brosse à dents électrique sous le contrôle des parents. L'enfant brosse d'abord tout seul, ensuite c'est contrôlé, vérifié et éventuellement le parent peut ensuite brosser. Et alors à quelle fréquence? Parce que là on parle de avec quoi et comment, mais à quelle fréquence? Alors aujourd'hui il est recommandé au moins un brossage bi-quotidien, donc matin et soir, après le repas. Si on peut faire un 3e brossage à midi, c'est encore mieux. Et j'insiste énormément sur le brossage du soir, juste avant de dormir. Après ce brossage-là, on ne mange plus. C'est très important parce que la nuit, il y a une salivation qui est moindre. Et donc, il faut absolument que la bouche soit propre pour éviter l'apparition de caries. Mais si on se les lave trop, après, on risque pas d'abîmer les gencives quand même L'excès en tout nuit, bien évidemment, mais avec une brosse à dents adaptée, une technique adaptée, il n'y a pas de souci. Donc les brosses à dents, elles sont là pour enlever les résidus d'aliments, pour éviter finalement ces fameuses caries, on en vient. Exactement. Alors, attendez, parce qu'ensuite, il y a après 6 ans. Ah donc après 6 ans, il y a encore un stade différent. Il y a un stade différent. On va pouvoir augmenter la concentration du dentifrice. On va pouvoir être dans des concentrations entre 1000 et 1500 ppm. Donc pour revenir sur votre question, bien évidemment, le brossage permet d'éliminer les résidus alimentaires qu'il peut y avoir en bouche, qui sont en fait qui contiennent des sucres qui vont pouvoir nourrir les bactéries qui vont générer les caries. Le brossage va permettre aussi d'éliminer ce qu'on appelle le biofilm ou la plaque dentaire, qui sont des bactéries qui se sont collées à la surface des dents, d'accord, et qui vont donc générer des caries. C'est quoi finalement des caries en fait? Alors, les caries, c'est quoi? D'abord, ça fait mal, mais c'est… Ça peut faire mal, effectivement. Alors, la carie, d'abord, c'est une maladie infectieuse et transmissible. On parle bien d'une maladie bactérienne, d'accord? Sans bactéries, il n'y a pas de carie. Et c'est transmissible. Ça veut dire que la bouche d'un nourrisson ne contient pas de bactéries cariogènes. Il y en a 2 en fait, le streptocoque mutans et le lactobacille acidophile. Bon, et ces bactéries sont malheureusement transmises par les parents aux enfants lorsqu'on va passer une cuillère à son nourrisson, lorsqu'on va nettoyer, certains parents nettoient la tétine du nourrisson
avec leur bouche. Donc ce sont des gestes qui sont à proscrire et donc il faut aussi insister sur l'état bucco-dentaire des parents puisque des parents qui sont indemnes de ces bactéries ne pourront pas les transmettre à leurs enfants. Donc c'est pas forcément lié à un reste d'aliments qui se transformerait un jour en carie, c'est vraiment... C'est bactérien. C'est ces bactéries qui se nourrissent de ces résidus alimentaires. En fait, pour faire des caries, il faut 4 choses. Il faut ces fameuses bactéries cariogènes, Streptococcus mutans, Lactobacilles acidophile. Comme ça on leur a dit. Voilà. Il faut des sucres. Et malheureusement, notre alimentation est remplie de sucre, d'hydrates de carbone et parfois même de sucre caché. Par exemple, un des sucres les plus cariogènes, c'est le sucre contenu dans les chips. Il faut aussi un milieu acide. Avec la salive. Exactement, donc un milieu acide. On va dire qu'un indice de l'acidité, c'est ce qu'on appelle le pH. En dessous d'un pH de 5,5, on est dans un milieu acide, on a une prolifération potentielle de caries. Et pour information, les fameux sodas, les fameux colas ont un pH de 2,3. Donc ça veut dire que là, on est vraiment en présence d'acidité et il faut du temps. Voilà les 4 facteurs. Il faut que ces 3 facteurs, les 3 premiers, soient réunis suffisamment longtemps pour que les bactéries prolifèrent et attaquent l'émail. Alors si malheureusement notre enfant a une carie, est-ce que c'est grave ou moins grave si c'est sur une dent de lait? Parce qu'elle va la perdre, donc on peut se dire, oh bah de toute façon il va la perdre. C'est une excellente question et souvent j'entends, on dit oui c'est sur les dents de lait, c'est pas grave. Alors oui, c'est très grave d'avoir une carie sur les dents de lait. Pourquoi? Parce que si un enfant a des caries sur les dents de lait, ça veut dire que les conditions sont réunies dans son écologie, dans son écosystème buccal pour que des caries prolifèrent. Dont la fameuse bactérie. Dont ces fameuses bactéries. Donc ça veut dire que s'il a des caries sur les dents de lait, il y a de très fortes chances qu'il en ait sur les dents définitives. Alors on a vu comment elles survenaient, mais est-ce qu'on est tous égaux? Parce que c'est vrai qu'il y en a qui se brossent pourtant les dents le matin, le midi, le soir, et qui ont beaucoup de caries. Comment ça se fait? Alors, c'est tout à fait exact. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 4 facteurs. Très bien, ce sont des facteurs qu'on appelle extrinsèques, qui viennent de l'extérieur, si on veut. Et il y a aussi des facteurs intrinsèques pour chacun des individus. Les principaux facteurs, c'est la qualité de l'émail, et en particulier, on sait que le fluor peut être intégré à la structure de l'émail et va entraîner une moindre dissolubilité par les acides. C'est-à-dire qu'un émail qui a intégré du fluor va être plus résistant aux attaques acides et donc à la carie. Donc ça, c'est une première variabilité entre les individus. Et surtout, la qualité et le débit salivaire. Alors quand on a des problèmes de salive, c'est peut-être un petit peu difficile en tout cas à traiter, mais une chose qui est facile, c'est le fluor. On entend parler beaucoup des compléments alimentaires au fluor. Qu'en pensez-vous? Alors aujourd'hui, depuis 2008, les dernières recommandations de l'AFSAPS, l'agence du médicament, datent de 2008. Et aujourd'hui, l'AFSAPS recommande de ne plus complémenter les nourrissons avant l'âge de 6 mois. Donc aujourd'hui, en fait, dans notre quotidien, il y a du fluor. Comme on l'a vu tout à l'heure, les enfants avant 6 ans vont ingérer du fluor via le dentifrice. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne réserve la complémentation en fluor qu'aux enfants qui ont un risque carieux élevé et après avoir réalisé un bilan fluor précis, en général avec le dentiste. Et c'est donc avec une prescription après avoir eu un bilan avec le dentiste. Alors on a vu qu'il y avait tout un tas de gestes quotidiens finalement à prendre. Il y a un geste quotidien que beaucoup ont et je ne sais pas s'il est finalement si bon, c'est les chewing-gums. On en a beaucoup de marques en font, même avec des traitements, ils sont enrichis en ci ou en ça, parfois même pour la blancheur. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bon? Alors, les chewing-gums. D'abord, on va parler de chewing-gum sans sucre, bien évidemment. Bien sûr. Bon, alors oui, le chewing-gum est un fabuleux outil de lutte contre la carie. Il ne remplacera jamais un bon brossage. C'est ma question qui suivait. C'est une évidence, mais c'est un bon allié, c'est un bon complément. Pourquoi? D'abord, mâcher du chewing-gum, ça va permettre par un effet mécanique de nettoyer les dents. Bon, ça va permettre d'éliminer, on va dire, le gros des résidus qui sont collés aux dents. Mais ça permet de saliver aussi, ça c'est pas si bon. Et si, c'est très bon de saliver. Ah c'est bon parce finalement. Que notre meilleur allié contre les caries, c'est la salive. La salive contient tous les éléments pour lutter contre la carie. Même si elle a cette acidité qui va favoriser un des 4. Ah moi je vous écoutais. Hein. Mais c'est pas la salive qui est acide, c'est le manque de salive qui entraîne une acidité en bouche. Donc au contraire, la salive est notre allié. Exactement. Elle va pouvoir donc compenser l'acidité, faire remonter le pH, remonter au-dessus de 5,5 qui est la zone critique. Et alors est-ce que ça marche vraiment les chewing-gums blancheurs?
Écoutez, au jour d'aujourd'hui, d'après nos connaissances, le seul moyen de blanchir les dents, c'est d'utiliser des dérivés de l'eau oxygénée. Je vois très mal les fabricants de gomme à mâcher inclure de l'eau oxygénée dans leur chewing-gum. Donc comment ça se passe? Les produits qui sont dits blanchissants, comme les dentifrices d'ailleurs, certains dentifrices qui sont dits blanchissants, contiennent la plupart du temps des agents qui peuvent être abrasifs. Donc moi je ne recommande pas l'utilisation de ces produits. Il faut vraiment regarder d'une manière précise leur taux d'abrasion. Enfin, ils peuvent entraîner une usure de l'émail, détériorer la couche de l'émail. Et l'émail c'est un capital précieux, donc je ne suis pas pour ces produits. Par contre, si vous voulez avoir les dents plus blanches, il y a 40 000 dentistes en France qui sont à la disposition du public pour répondre à toutes ces questions et vous donner un diagnostic et éventuellement une possibilité de blanchir ou, comme on dit, d'éclaircir les dents. Alors quelle sera finalement la différence? Parce qu'on parle aussi beaucoup des barres à sourire. Qu'est-ce qu'ils proposent par rapport à ce que proposerait un dentiste classique? Alors, les barres à sourire. Les barres à sourire, d'abord, je trouve, d'une première vision comme ça, que finalement ils répondent à une demande du public et je trouve ça très bien que le grand public s'intéresse à son sourire, à l'esthétique. Moi j'y vois, je suis peut-être un peu candide, mais j'y vois aussi une envie de bien-être, une envie de santé dentaire, de santé buccale et je trouve ça très positif. Bon, ça c'est le premier point. Ça veut dire qu'il y aura un point négatif juste après. Oui, forcément. Parce que je pense que les barres à sourire ne sont pas les bons endroits pour améliorer la qualité de son sourire. Que propose-t-il, rappelons-le? Alors, il propose en fait que le patient s'applique lui-même un gel contenant un dérivé d'oxygéné inférieur à 0,1%. C'est la réglementation française. D'accord? Donc, le problème dans ces barres à sourire, premièrement, les personnels ne sont pas formés ni au diagnostic esthétique, ni au diagnostic dentaire, ni au dépistage. Donc, s'il y a un problème, s'il y a un problème, de toutes les manières, c'est la responsabilité du patient. Il faut savoir que tous les dentistes en France, nous contractons une assurance en responsabilité civile professionnelle. Et donc, s'il y avait le moindre souci, vous êtes couvert par nos assurances. En gros, il vaut mieux aller chez le dentiste, quoi. Mais oui, il vaut mieux aller chez le dentiste parce que là, vous allez avoir d'abord un bilan, un vrai diagnostic esthétique, une vraie thérapeutique et vous allez avoir accès à des produits qui ne sont pas diffusés dans ces barres à sourire, en particulier en termes de concentration, en termes de technique. Il y a des possibilités de blanchiment au fauteuil ou des blanchiments chez vous avec des gouttières qui vont être réalisées sur mesure. Donc vraiment, on n'est pas du tout dans le même registre. Et puis surtout, les produits qui sont autorisés dans les barres à sourire ne sont pas suffisants. Et si on vous fait miroiter des résultats, de deux choses l'une, soit c'est une publicité mensongère parce que c'est pas possible avec des produits à 0,1%, soit ils utilisent des produits qui ne sont pas légaux en France et auquel cas on a aussi un problème de santé publique. Il peut y avoir des conséquences qui peuvent être graves. Donc, Et là, de toute façon, il faudra retourner chez le dentiste. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous regardez quand vous avez un patient qui arrive? Quel est votre examen que vous faites dans leur bouche? Eh bien, écoutez, notre domaine de compétence va du plancher des sinus jusqu'au bas du menton. Donc, on va essayer de tout regarder dans cette sphère orobuccale, dans cette sphère buccale. Bref, on va pouvoir réaliser un bilan complet et même réaliser des bilans vraiment précis de risques carieux, faire des prélèvements bactériens. Aujourd'hui, vraiment, la dentisterie a beaucoup évolué et on a aujourd'hui des outils pour passer d'une dentisterie curative à une dentisterie préventive qui, je pense, est l'avenir de la dentisterie. Et grosso modo, justement, pour être encore dans la prévention et pas s'y atteler trop tard, combien de fois il faut venir, à quelle fréquence il faut venir chez le dentiste? Un minimum d'une fois par an me paraît raisonnable. Donc, aller chez le dentiste une fois par an. Entre-temps, eh bien, donnez-nous quelques petits conseils pour avoir une belle bouche entre les rendez-vous chez le dentiste. Alors, pour avoir une belle bouche, ça veut donc dire avoir une bouche en santé. Donc, ça veut dire faire attention à son alimentation, comme je disais, au sucre caché. On va aussi évidemment préconiser un brossage donc soigneux au moins 2 fois par jour. Avec la bonne dose de fluor. Avec la bonne dose de fluor. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'est moi qui vous remercie. Je remercie également la salle Jacques Tati de nous avoir prêté ses locaux. Et puis quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro de Votre Quotidien. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.yveline1.com. À bientôt.